Depuis mon enfance, j'ai toujours été fasciné par les colères de la nature. Mais au fil du temps, l'une d'entre elles est très rapidement sortie du lot. Comme la plupart des enfants, j'avais peur de l'orage. Mais cette peur s'est transformée en une envie d'en savoir plus, en une passion. On pourrait croire que les orages ne sont que des nuages noirs qui provoquent de la pluie, des éclairs et du tonnerre, parfois du vent ou de la grêle. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un univers à part entière. Le temps qu'on prenne la route, on va se faire déborder. Va falloir qu'on bouge, il se rapproche vite là. S'il y a une tornade, c'est sous la petite protubérance là-bas. Là c'est méchant ce qui arrive sur nous là. On a tout le matos, prêt pour la chasse, c'est parti. On a un écho en arc qui arrive, tranquillement. On va se le prendre en frontal. Quête cette ligne là. On est vraiment entre les deux. C'est magique ce qui se passe les amis ce soir. Écrasé. Putain gros c'est quoi ça? Oh ce son, c'est incroyable. L'orage, ce n'est pas que du mauvais temps. Toute cette énergie excessive dans l'atmosphère peut donner lieu à un spectacle naturel aussi merveilleux que dangereux. La convection. Cette ascendance d'une masse d'air chaud dans l'atmosphère qui est à l'origine de tout. Lorsque cet air chaud rencontre de l'air plus froid en altitude, il se condense et donne naissance à ce qu'on appelle couramment des nuages de beau temps. En réalité, les cumulus sont directement associés aux orages. Ces petits moutons flottants au gré du vent peuvent grossir jusqu'à atteindre des dimensions spectaculaires. Avec une largeur pouvant atteindre 15 km et une hauteur moyenne de 10 km, pas étonnant que le nuage d'orage, le cumulonimbus, se fasse appeler le roi des nuages. Avant d'en arriver à ce stade, c'est un véritable chaos qui se passe au-dessus de nos têtes. Les nuages s'en mêlent, se mélangent, tel un balai nuageux. Habituellement, un orage se forme en milieu ou fin d'après-midi lorsque les températures sont les plus hautes.
Le premier signe qu'un orage se prépare, c'est la pluie. Une averse se développe sous le nuage d'orage. Cette gigantesque usine peut contenir plusieurs millions de tonnes d'eau, à l'état liquide ou solide, pour un poids total de plusieurs milliards de tonnes. Pour maintenir en vie un tel mastodonte, ce sont plus de 700 000 tonnes d'air qui sont aspirées par le nuage chaque seconde, soit près de 600 000 tonnes de vapeur d'eau chaque minute. Lorsque le soleil projette ses rayons sur une averse, un arc-en-ciel peut être visible grâce à la réflexion, réfraction et dispersion des rayons du soleil dans les gouttes d'eau. Un arc-en-ciel secondaire est visible lorsque la lumière réfléchit 2 fois dans les gouttes de pluie est suffisamment brillante pour être détectée. Et puisque la lumière est réfléchie 2 fois, l'ordre des couleurs est inversé. Au-dessus de nos têtes se trouvent des mammatus, de petits nuages en forme de boule de coton qui s'accrochent sous le sommet du nuage d'orage, qu'on appelle l'enclume. La foudre. Principale caractéristique d'un orage. Des milliers de fulgurances éphémères, aussi brèves que puissantes, aussi envoûtantes que dangereuses, qui parcourent le ciel à la recherche d'un contact avec le sol. Avec une température environ 5 fois plus forte que celle à la surface du soleil, la foudre déforme l'air et provoque un grondement. Le tonnerre. En séparant les charges positives et les charges négatives à l'intérieur du nuage, les orages ont la capacité de créer des champs électriques. Lorsque des régions de charge opposées deviennent suffisamment fortes, un éclair se produit, égalisant temporairement la différence. La plupart des éclairs se produisent au sein de l'orage, qu'on appelle intranuageux. On suppose que 75% des éclairs sont de ce type. Parfois, un éclair file à toute vitesse sous le nuage. On appelle ce type d'éclair un internuageux. Un éclair extranuageux se produit lorsque la foudre s'échappe du sommet ou du centre du nuage et disparaît dans l'air environnant, où termine sa course en chute de foudre. Environ un éclair sur 5 sort du nuage pour frapper le sol. Dans de très rares occasions, la foudre sort du sol pour se propager dans le nuage. Le courant moyen d'un éclair est de 15 à 30 kA, mais pour les éclairs les plus puissants, leur courant peut sans problème excéder 200 kA. Aucune forme de vie, aucun matériel ne peut survivre à une telle décharge. Plus l'orage est puissant, moins il faudra de temps aux régions pour reconstituer leur charge électrique et ainsi produire d'autres éclairs, dans un cycle continu. Ceci est en temps réel, ça flash de partout. C'est incroyable.
il existe plusieurs types d'orages qui ont tous leurs propres caractéristiques. L'orage monocellulaire, le plus courant de tous. Comme son nom l'indique, cet orage est constitué d'une seule cellule orageuse, bien souvent peu intense, et dont la durée de vie reste très courte, entre 30 minutes et 1 heure. L'orage multicellulaire, à l'inverse de l'orage monocellulaire, est constitué de plusieurs cellules orageuses. Ce type d'orage est souvent sporadique et parfois mal organisé. Lorsque l'environnement est favorable, ces orages peuvent s'organiser en plus gros systèmes producteurs de très fortes pluies qui peuvent persister plusieurs heures. Lorsque des orages multicellulaires se rassemblent jusqu'à recouvrir une grande superficie, ils entrent dans la catégorie des systèmes convectifs de mésoéchelle. Ces systèmes orageux de grande envergure sont parfois violents et sont en mesure de produire des pluies diluviennes, des chutes de grêle parfois abondantes, une forte activité électrique et de puissantes rafales de vent. Lorsqu'un système convectif de mésoéchelle se développe de manière exceptionnellement importante, il entre dans la catégorie des complexes convectifs de mésoéchelle. Ces mastodontes peuvent parfois recouvrir une superficie de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés, et il n'est pas rare que leur durée de vie excède 8 heures. Cette usine orageuse géante est évidemment plus violente que son petit frère et peut parfois être accompagnée de rafales de vent excessivement violentes, durables et étendues. On appelle ce phénomène un derecho. Fort heureusement, des systèmes orageux d'une telle ampleur et d'une telle intensité sont rares et ne se produisent pas tous les ans sur nos terres. Un système convectif quasi linéaire, plus couramment appelé ligne de grain, est une ligne d'orage bien souvent multicellulaire qui peut s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres. Comme les autres systèmes convectifs, une ligne de grain peut produire de très fortes pluies, de la grêle et une forte activité électrique. Mais le plus grand danger associé à ces systèmes, ce sont les rafales de vent, qui peuvent être violentes. Ces vastes lignes orageuses sont elles aussi durables et sont souvent accompagnées de phénomènes spectaculaires. À l'avant de la ligne, un imposant nuage en forme de bouche, accompagné d'un puissant front de rafale, semble engloutir l'horizon. Ce nuage, qu'on appelle Arcus, est toujours situé à l'avant d'un orage, juste devant les précipitations. Se faire avaler par un Arcus peut faire penser à une baleine géante qui engloutit tout sur son passage. À l'arrière du système, il est possible d'observer un plafond de Mammatus. Alors que la luminosité baisse, l'activité électrique est de plus en plus visible. Au sein de la ligne, il est possible d'observer les décharges de foudre les plus impressionnantes.
tous les orages est la supercellule. Lorsqu'un orage monocellulaire se développe ou évolue dans un environnement où la vitesse et la direction des vents changent avec l'altitude, sa colonne d'alimentation peut basculer à la verticale et entrer en rotation. Cette rotation, c'est le mésocyclone. Principale caractéristique d'un orage supercellulaire, le mésocyclone agit comme un gigantesque moteur en rotation, permettant aux supercellules de persister pendant plusieurs heures si l'environnement est favorable. Qu'elles soient isolées ou intégrées dans un plus gros système, les supercellules sont les structures convectives les plus complexes, les plus rares et les plus redoutables. Ces toupies géantes sont très souvent accompagnées de phénomènes d'intensité extrême. Pluie torrentielle, activité électrique intense et continue, rafales de vent extrêmes, très grosses grêles, et ce sont les supercellules qui donnent naissance aux tornades les plus dangereuses. Heureusement, toutes les supercellules ne produisent pas de tornades. En réalité, moins de 30% des orages supercellulaires sont en mesure de produire une tornade. En plus d'être accompagnés de phénomènes extrêmes, ces orages remarquables ont souvent une structure qui semble venir tout droit d'un autre monde. Il existe plusieurs types de supercellules. Les supercellules classiques, qui sont les plus propices à la formation de fortes tornades,
les supercellules LP, qui produisent très peu de pluie et qui sont souvent associées à des chutes de grêlons géants, et les supercellules HP, qui produisent des précipitations diluviennes qui enveloppent la majorité de la structure de l'orage. Les tornades masquées par les rideaux de pluie et de grêle rendent ce type de supercellules excessivement dangereux. Une version miniature de la supercellule est la supercellule LT, qui est plus rare que ses grandes sœurs. Avec leur énergie explosive et leur structure captivante, les supercellules sont très recherchées par les chasseurs d'orage et les photographes de nature pour leur effroyable beauté. Être en leur présence peut être un moment grandiose ou terrifiant, ou les deux. Dans de très rares occasions, pendant une nuit sans lune, il est possible d'observer la face cachée des orages. Au-dessus des systèmes orageux les plus puissants, de mystérieuses décharges de grande envergure dansent dans la haute atmosphère, apparaissant en une fraction de seconde avant de disparaître subitement. On les appelle les sprites. En réalité, les sprites font partie d'une famille de phénomènes similaires à ces décharges, qu'on appelle phénomènes lumineux transitoires. Les premières observations visuelles de ces phénomènes remontent à plusieurs siècles, mais ce n'est qu'en 1989 que les premiers ont été accidentellement filmés pendant le lancement d'une fusée. Quelques années après leur découverte, les scientifiques les ont appelés sprites en raison de leur nature spirituelle. La foudre est à l'origine de ces mystérieuses décharges. Lorsqu'un éclair se produit dans la zone chargée négativement d'un orage, généralement au centre du nuage, on dit que l'éclair est négatif. Environ 95% des éclairs qui frappent le sol sont négatifs. Mais lorsqu'un éclair se produit dans une région chargée positivement au sein d'un orage, généralement au sommet du nuage, on dit que l'éclair est positif. Ces éclairs sont minoritaires, mais sont aussi les plus puissants. Et ce sont ces éclairs qui donnent naissance aux phénomènes comme les sprites. Lorsqu'un puissant éclair positif frappe le sol, il peut temporairement inverser les charges électriques au sommet d'un orage, qui deviennent alors négatives, au lieu d'être positives. Cela crée soudainement un puissant champ électrique entre les sommets des nuages chargés négativement et une forte concentration d'ions chargés positivement, situés à une centaine de kilomètres au-dessus du sol, dans la basse ionosphère. C'est ce champ électrique qui est à l'origine des sprites. Plus rarement, un éclair au sein de l'orage peut propulser un traceur à travers le sommet du nuage, qui ira se propager dans la haute atmosphère. L'air raréfié et la pression plus faible de la haute atmosphère entraînent une transformation visible du traceur à mesure que l'ionisation monte. C'est ainsi que se forment les jets bleus, ainsi que le très rare jet géant. Leur vitesse ascensionnelle varie entre 50 et 100 km par seconde. Leurs couleurs sont dues à l'excitation du diazote qui peut donner du bleu ou du rouge en fonction de la pression atmosphérique et d'autres paramètres. En mai 2019, le chasseur d'orage américain Hank Shima découvrit un nouveau phénomène engendré par l'excitation d'atomes d'oxygène au sommet des sprites les plus lumineux. Cette lueur verte est semblable aux aurores boréales, dont la couleur verte résulte également de l'excitation d'atomes d'oxygène. Ces mystérieux phénomènes sont encore très peu connus à l'heure actuelle et suscitent une fascination particulière
en raison de leur caractère éphémère et énigmatique. Les nombreuses études et recherches menées sur ces phénomènes et leur compréhension ont marqué la science, et de plus en plus d'observations sont réalisées au fil des années. Une chose est sûre, notre atmosphère regorge de surprises. Et dans un monde de science, il est bon de se rappeler qu'il existe encore des mystères qui dansent au-dessus de nos têtes et attendent d'être découverts. L'orage est l'un des spectacles les plus majestueux et puissants que notre planète peut offrir. D'un point de vue extérieur, de quelqu'un qui ne s'intéresse pas à cet univers, tout ceci n'est que du mauvais temps. Mais en réalité, il suffit de lever les yeux vers le ciel pour se rendre compte que l'on a entièrement tort. Notre atmosphère est un endroit dynamique, qui n'est jamais calme. Il se passe toujours des choses là-haut. Rien n'est identique. Malheureusement, certaines actions de l'homme nuisent à notre propre ciel, et ces changements intensifient la fréquence et la sévérité de certains phénomènes associés aux orages. Ces dérèglements transforment des événements autrefois prévisibles en événements extrêmes. Et pour les personnes à part, qui sont fascinées par ces phénomènes, c'est l'aventure d'une vie. Une danse entre le sublime et le destructeur. Une occasion de vivre des moments uniques. Une occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Une quête perpétuelle avec pour seul but de comprendre et de ressentir au plus proche la fureur de Mère Nature.